Souvent critiquée, la société de consommation régit pourtant notre vie quotidienne. Également dénommée consumérisme, cette notion est apparue dans les années 60. Après les privations de la guerre, l'économie augmente rapidement et fortement. La société se métamorphose alors, prenant une consommation de masse. Mais comment la société de consommation a-t-elle influencé nos comportements alimentaires ? En premier lieu, nous verrons comment les comportements de consommateurs ont été bouleversés par ce nouveau modèle économique. Puis, nous étudierons les acteurs et les facteurs qui orientent notre comportement alimentaire. Pour finir, nous nous intéresserons aux conséquences de cette hyperconsommation. Avec la naissance de la société de consommation, le comportement du consommateur a été modifié. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la production française diminue fortement. Par exemple, la production agricole de 1947 ne représente que 83% de celle de 1938. De même, la production industrielle diminue de 12% entre ces deux dates. Cela s'explique par un manque de main-d'œuvre. Entre 1939 et 1945, le bilan humain totalise 600 000 civils et militaires. De plus, les dégâts matériels freinent la production. À cause du rationnement, les travailleurs sont mal nourris. Après la guerre, la situation économique en France est au plus bas. Le pays subit un déficit budgétaire, c'est-à-dire que les recettes de l'État sont inférieures à ses dépenses. Celles-ci servent à réparer les dégâts de la guerre et à financer les pensions. Les prix sont multipliés par 4 entre 1938 et 1944 et la monnaie perd de sa valeur. On parle alors d'inflation qui se traduit par une hausse générale du coût de la vie. Viennent ensuite les 30 Glorieuses qui recoupent la trentaine d'années suivant la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au premier choc pétrolier en 1973. Entre 1945 et 1973, la France connaît une forte croissance économique. 5% de richesses nouvelles en plus est créée chaque année, alors qu'entre 1913 et 1950, le PIB n'augmentait que de 1,15% en moyenne. Cette augmentation est due au plan Marshall, un plan américain qui vise à aider les États européens à se reconstruire après la guerre. L'argent versé à ces pays a aussi pour but de relancer l'activité financière des États-Unis en exportant en Europe les produits américains. Cette initiative du général George Marshall a provoqué une diminution du chômage et une hausse du pouvoir d'achat. Les 30 Glorieuses sont un cercle vertueux. Grâce à la croissance économique, le niveau de vie a augmenté et les ménages ont pu consommer. Cette prospérité exceptionnelle n'a cependant concerné que les pays industrialisés occidentaux. Le baby-boom, période de forte natalité, a également contribué à installer cette forte croissance économique, car il a fallu nourrir, loger et équiper tous les Français. En effet, en 1949, on dénombre 869 000 naissances en France, alors qu'il n'y en avait que 600 000 par an avant la guerre. Les innovations technologiques ont aussi participé à la croissance économique. On note l'apparition de nouveaux matériaux comme le plastique, de nouvelles énergies moins chères comme le pétrole, ainsi que le développement du secteur de l'électronique, l'aéronautique et l'informatique. Le modèle de production fordiste, permettant de produire plus à moindre coût grâce au travail à la chaîne, connaît son apogée et les prix baissent. La communauté européenne économique, qui deviendra plus tard l'Union européenne, crée un espace de libre-échange qui contribue à la santé de l'économie. L'État-providence met en place des mesures pour réduire l'insécurité économique des ménages, comme la sécurité sociale en 1945. En somme, on peut dire que cette période marque un renouveau économique, mais également social, et ce, pour plusieurs raisons. De plus en plus de personnes travaillent dans les secteurs secondaires, c'est-à-dire le secteur industriel, et les secteurs tertiaires regroupant les métiers de service, comme l'assurance, l'enseignement ou le divertissement. Ensuite, les médias sont révolutionnés par l'apparition du journal télévisé. En France, la première diffusion date du 29 juin 1949. À partir du 1er octobre 1967, les émissions de télévision françaises sont diffusées en couleur. Notons cependant que seuls les ménages équipés d'un téléviseur adapté peuvent en bénéficier. L'apparition des supermarchés et celle de nouveaux produits, notamment dans l'électroménager, constitue un bouleversement sociétal puisque la façon de faire les courses est changée de manière drastique. Les ménages disposent de plus en plus de ressources. À partir de 1950, un salaire minimum est instauré. C'est la création du salaire minimum interprofessionnel garanti. Il varie selon les régions.
En 1970, il est remplacé par le salaire minimum interprofessionnel de convention, le SMIC. Mais ces ressources ne sont pas seulement monétaires. En effet, avec l'élection de François Mitterrand, premier président socialiste, la semaine légale de travail passe à 39 heures en 1982. De plus, les travailleurs disposent d'une 5e semaine de congés payés. Le temps de travail pour un salarié à temps plein passe à 35 heures grâce à la loi Aubry II en 2000. Les travailleurs ont donc plus de temps libre et plus de pouvoir d'achat. Apparaît alors une société de loisirs où la norme est à la consommation. La société de consommation s'accompagne de l'émergence des industries agroalimentaires. On peut définir l'industrie agroalimentaire comme l'ensemble des activités industrielles qui transforment les produits issus de l'agriculture ou de la pêche en produits destinés à la consommation humaine. Depuis que les hommes pratiquent l'agriculture, ils ont transformé les matières premières périssables en produits stockables et qu'ils pouvaient directement consommer. Mais cette pratique était à petite échelle, souvent familiale et artisanale. Avec les progrès technologiques de la fin du XVIIIe siècle, les méthodes de production ont changé. On parle d'industrialisation. En 1802, le scientifique Nicolas Appert développe la stérilisation. Il s'agit d'une méthode pour détruire tous les micro-organismes et les germes pathogènes. Pour cela, on chauffe le produit à haute température, c'est-à-dire à plus de 100 degrés Celsius. Appert a également inventé le principe de mise en conserve. Mettre les aliments stérilisés dans un récipient étanche et hermétiquement clos. À partir de 1810, les boîtes rondes en fer blanc que l'on connaît si bien seront utilisées pour les conserves. Ainsi, les aliments peuvent être conservés plus longtemps. En 1878, De Laval invente l'écrémeuse, une machine qui permet de séparer la crème du lait et remplace le crémage, un processus beaucoup plus long. La productivité des industries est donc plus élevée. Les grandes entreprises agroalimentaires telles que Nestlé, Danone, les fromageries Bell, naissent à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe. L'électroménager fait son apparition dans les cuisines des ménages. Le premier réfrigérateur est commercialisé en 1926. C'est cependant après la Deuxième Guerre mondiale, dans la deuxième moitié du XXe siècle, que l'industrie agroalimentaire subit la croissance la plus remarquable. La production augmente alors que le nombre d'emplois reste stable. Cela montre une hausse de la productivité. Avec l'apparition du four à micro-ondes en 1959 et du congélateur en 1960, les gens n'ont plus besoin de faire leurs courses aussi souvent. Désormais, le secteur agroalimentaire a une valeur ajoutée plus importante que celle de l'agriculture. 45,1 milliards d'euros contre 34,6 milliards en 2017. L'agroalimentaire représente une grosse part du secteur industriel. En 2014, les entreprises agroalimentaires ont produit plus de 39,5 milliards d'euros de richesses nouvelles, soit 18% de la valeur ajoutée de l'industrie. Le volume de la production continue toujours d'augmenter, plus 0,9% en 2015. L'industrie agroalimentaire offre des produits toujours plus accessibles et variés. La société de consommation se caractérise par une abondance de choix. En 1948, les premiers magasins de libre-service apparaissent en France. Les clients choisissent eux-mêmes leurs produits dans les rayons. Cette invention vient de pair avec les supermarchés qui révolutionnent la façon dont les ménages font leurs courses. Premièrement, les commerçants achètent en gros pour moins cher et font ainsi baisser les prix des biens de consommation. Ensuite, les individus ont la possibilité d'acheter tout ce dont ils ont besoin au même endroit. À partir de 1980, les magasins spécialisés se font plus rares au profit des centrales d'achat que sont les supermarchés et les hypermarchés. Mais cette abondance incite les clients à consommer plus. Les magasins sont conçus de façon à ce que les clients passent dans presque tous les rayons pour chercher ce qu'ils veulent. Il n'est pas rare de céder à la tentation et d'acheter quelque chose qui n'était pas prévu sur la liste de courses, comme des gâteaux ou des sucreries. Le même produit est décliné en dizaines de marques différentes, sous des emballages différents, à des prix plus ou moins semblables. Le consommateur peut se perdre parmi cette multitude. Trop de choix conduit à du stress chez le consommateur qui est paralysé dans sa décision. Et s'il prend un produit, il pourra se sentir insatisfait car il aura renoncé aux autres. Le choix n'est donc pas forcément synonyme de satisfaction. Au contraire, trop de choix tue l'achat. Grâce à leur consommation, les individus s'affirment dans la société. C'est un critère d'intégration. Acheter telle ou telle marque sera plus valorisé.
Cela est d'autant plus visible que les personnes pauvres, qui ont donc moins de ressources pour consommer, sont les plus touchées par l'exclusion sociale. On peut dire qu'il est nécessaire de consommer pour exister dans notre société. Cela crée un paradoxe, car si posséder est devenu synonyme de bonheur dans notre société matérialiste, nous prêtons de moins en moins d'importance à chaque produit. Le gaspillage alimentaire atteint en effet près de 20 kg par personne chaque année, ce qui représente entre 100 et 160 €. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents acteurs et facteurs qui régissent notre comportement alimentaire. Le comportement alimentaire est l'ensemble des actions qui aboutissent à la prise alimentaire. Celle-ci est régulée par des facteurs métaboliques, des hormones et des neuromédiateurs. Les signaux en sont la faim, le rassasiement et la satiété. Le comportement alimentaire, quant à lui, est modulé par des facteurs positifs, les incitateurs, et négatifs, les inhibiteurs. Ils peuvent être physiologiques, endogènes ou environnementaux, exogènes. S'alimenter est appris et non inné. Les individus s'alimentent donc différemment en fonction des normes, des valeurs et de leurs rôles sociaux. Tout d'abord, parlons des facteurs physiologiques. Nous mangeons d'abord avec les yeux, puis avec le nez et enfin la bouche. Le besoin vital de s'alimenter est accompagné de valeurs qui rendent le fait de manger désirable. Une valeur sensorielle, nos sens sont sollicités, et une valeur émotionnelle. Les individus prennent plaisir à manger en groupe et les repas sont chargés d'une dimension affective. La valeur émotionnelle dépend des expériences d'un individu. Nous nous intéresserons donc à la valeur sensorielle de l'alimentation. Lorsque l'on voit un produit alléchant, nous commençons à saliver et le taux d'insuline dans le corps augmente. Le processus de digestion commence donc par la vue. De même, nous apprécions mieux un repas lorsqu'il est bien présenté. La couleur joue un rôle prédominant pour notre appréciation. On associe les aliments rouges au goût sucré, les aliments verts à l'acidité, indépendamment du goût réel. Les associations et donc les attentes que nous établissons dépendent de notre culture. Les Anglais penseront qu'une boisson marron est du cola, alors que les Taïwanais s'attendent à du jus de raisin. On peut prouver l'impact de la vue sur l'alimentation ainsi. Des gens qui mangent les yeux bandés ont tendance à manger 25% de calories en moins que lorsqu'ils ont les yeux ouverts. Mais dans la vie courante, il est rare de manger dans le noir total, car nous sommes programmés pour être mal à l'aise dans l'obscurité, à cause des prédateurs et nous pourrions ingérer du poison sans le savoir. Une lumière tamisée, comme dans beaucoup de restaurants, nous fait nous sentir plus à l'aise. Nous passons donc plus de temps à table et consommons plus. Mais l'autre extrême, un éclairage juif, comme dans les fast-foods, nous incite à manger plus vite. La couleur des contenants a également une influence. Nous apprécions mieux les boissons chaudes dans des récipients rouges, orange, jaune, enfin, d'une couleur chaude. A l'inverse, les couleurs froides seront préférées pour les boissons fraîches. Le goût salé est associé au bleu, tandis que le rouge renvoie au sucré. Recevoir de la nourriture dans un contenant rouge inhibe la consommation, car nous avons associé la couleur rouge à un signe de danger. Plus nous voyons de la nourriture, plus nous mangeons, et nous avons tendance à sous-estimer les calories que nous consommons. Les gens s'appuient sur les facteurs visuels pour évaluer leur consommation. Autrement dit, il faut voir le fond de l'assiette, peu importe si la taille de celle-ci a doublé depuis les dernières décennies. Un deuxième facteur important de l'alimentation est l'odorat. Lorsque nous parlons de goût, ce que nous désignons en réalité est la flaveur, l'association du goût et de l'arôme. Elle est propre à chaque aliment. Les parfums stimulent notre appétit. Lorsqu'on sent une odeur de pizza, par exemple, on salive et une réaction s'enclenche pour optimiser la digestion. Il s'agit de la phase céphalique. De plus, une personne ayant tout juste senti du chocolat sera plus encline à manger des pâtisseries au déjeuner. Les parfums sont souvent associés à des souvenirs qui nous incitent également à manger. Le troisième facteur physiologique est le goût. Il existe 4 goûts de base, le salé, l'acide, le sucré et l'amer. Ils sont provoqués par des substances chimiques dissoutes dans la salive. Chaque saveur reflète une réaction biochimique. La capacité à les distinguer dépend de l'humeur, mais aussi de l'âge et de la quantité de neurones capteurs, ce qui varie chez chacun. Le sucré libère de la dopamine dans le cerveau, l'hormone de la récompense et du plaisir. Le goût sucré provient en effet des glucides qui apportent beaucoup de calories au corps. Au début de l'humanité, pouvoir distinguer les aliments les plus nourrissants était la clé de la survie. L'acide provient de tous les aliments dont le pH est inférieur à 7. Plus une solution est acide, plus elle risque de causer des dommages à notre corps. C'est pourquoi, rien que penser au goût acide nous fait saliver.
Grâce à la salive, le corps dissout les éléments chimiques responsables de l'aigreur. L'acidité peut être positive car elle signale une faible présence de toxines. Le salé se trouve dans de nombreuses sources de protéines et est lui-même important pour le bon fonctionnement de notre corps. Tout comme le sucré, le goût pour le salé est inné. Cependant, contrairement au sucre, plus on mange de sel, plus nous l'apprécions et voulons en manger plus. La mer provient de tous les aliments dont le pH est supérieur à 7. Ce sont des aliments basiques, comme la soude. Dans la nature, l'amertume est synonyme de poison. Lorsque nous mangeons un aliment amer, nous faisons une grimace qui nous empêche d'avaler, la même que lorsque nous sommes dégoûtés. Les industriels cherchent à influencer notre comportement alimentaire grâce à différentes stratégies marketing. Le marketing se compose de 2 parties. Tout d'abord, l'analyse des besoins des consommateurs et dans un deuxième temps, l'ensemble des actions qui influencent leur comportement. C'est à cela que nous allons nous intéresser. Le packaging joue un rôle particulièrement important pour influencer le consommateur. Au-delà du rôle premier de protéger le produit, l'emballage doit convaincre le consommateur. C'est très important car 76% des décisions d'achat se font dans les rayons. L'emballage est le premier contact du consommateur avec le produit, le premier lien avec la marque. C'est pour cela que les distributeurs misent beaucoup sur le packaging en innovant sur la forme, sur les couleurs, etc. Les éditions limitées donnent aux consommateurs une impression de rareté et les invitent à l'achat. Les étiquettes jouent donc un grand rôle. On a rempli de bouteilles du même vin, l'une le présentant comme un grand cru et l'autre comme le vin de milieu de gamme qu'il était vraiment. Les testeurs ont jugé la bouteille de grand cru bien meilleure que celle à 5 $, bien qu'il s'agisse en réalité de la même boisson. De plus en plus, avec l'augmentation du digital et du numérique, les marques délaissent les pubs à la télévision et les campagnes papier. À la place, elles ont recours à des influenceurs. Un influenceur est une personne qui possède une audience importante sur un blog ou sur un réseau social. Facebook, Instagram ou YouTube pour n'en citer que 3. Cette personne utilise donc cette exposition pour partager ses opinions auprès de sa communauté. Parfois, l'influenceur est rémunéré pour parler d'un produit ou d'une marque. On parle de placement de produit. Sur les réseaux sociaux, il est possible de voir si une publication est en réalité un partenariat entre influenceurs et annonceurs grâce à des mentions telles que inclut une communication commerciale sur YouTube ou alors sponsored ou encore #ad. Les partenariats alimentaires promeuvent en majorité des produits transformés, très caloriques mais peu nutritifs. Par exemple Coca-Cola, Fanta, Skittles. Les principaux destinataires de cette communication marchande sont les enfants et les jeunes. En effet, les enfants représentent une cible importante du marketing. Premièrement, parce qu'ils sont des futurs clients lorsqu'ils seront adultes. Les marques veulent les fidéliser dès le plus jeune âge. Ensuite, parce que le pouvoir d'achat des enfants est en augmentation constante. Enfin, par leur pouvoir de prescription. Les enfants influencent les parents pour obtenir les produits qu'ils veulent, même s'ils ne leur sont pas directement destinés. Cela peut aller des yaourts jusqu'à la voiture familiale. Or, il a été prouvé que l'exposition aux publicités a des conséquences sur les préférences alimentaires des enfants. Il faut tout de même nuancer ce fait, car il existe d'autres facteurs, comme le comportement alimentaire des parents. Mais certains consommateurs refusent d'être manipulés par les industriels. Ils ont pris conscience que leur choix était important et utilisent leur pouvoir d'achat en conséquence. Ces nouveaux consommateurs sont devenus des acteurs à part entière de l'économie. On les appelle les consommateurs. Cette nouvelle façon de consommer est apparue en parallèle avec le développement durable. Les consommateurs recherchent une façon de consommer en accord avec la nature et ses ressources, contrairement au consumérisme actuel qui fonctionne dans une sorte de bulle coupée de la réalité environnementale. Un projet durable doit répondre aux besoins d'aujourd'hui, tout en laissant aux générations futures la possibilité de répondre aux leurs. Il respecte l'environnement, l'économie et la société. La Fédération des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture définit l'alimentation durable comme une alimentation qui protège la biodiversité et les écosystèmes, est acceptable culturellement, accessible, économiquement loyale et réaliste, sûre, nutritionnellement adéquate et bonne pour la santé, et qui optimise l'usage des ressources naturelles et humaines. Pour 76% des Français, la consommation responsable est un moyen de s'impliquer dans le développement durable. Le premier pilier de l'alimentation durable est la santé.
En effet, 62% des consommateurs de bio le font pour leur santé avant de se préoccuper de la planète. Il est vrai que notre alimentation se compose essentiellement de produits transformés qui contiennent des acides gras trans, du sel et du sucre caché, et des additifs qui sont nocifs pour la santé. Par exemple, les acides gras trans d'origine technologique sont synthétisés par les industriels. Il s'agit d'acides gras insaturés dont au moins une double liaison est en position trans. Ils rendent les graisses solides et limitent l'oxydation. On les trouve dans la plupart des produits transformés. Ils augmentent le risque cardiovasculaire. Les additifs alimentaires sont autorisés dans la mesure où ils ne présentent pas de danger pour la santé selon un certain dosage quotidien. Il faut donc faire attention à sa consommation de plats cuisinés ou de conserves. Les consommateurs se tournent vers des produits naturels, moins transformés et qui contiennent moins d'ingrédients. Ils se réfèrent à des allégations, c'est-à-dire des messages qui font état des propriétés d'un produit. Les allégations peuvent être nutritionnelles, par exemple riche en fer, ou sanitaires. Le calcium prévient l'ostéoporose. Elles sont alors réglementées. Les industriels peuvent également utiliser des allégations sans être vérifiées, par exemple sans huile de palme. Les crises sanitaires ont également eu des conséquences sur l'évolution de l'alimentation. La vache folle a par exemple joué un rôle dans la diminution des dépenses en viande. Ainsi, 26% des dépenses alimentaires d'un ménage étaient destinées à l'achat de viande en 1967, contre 20% en 2014. Le second pilier de l'alimentation durable est l'environnement. Avant de consommer, de plus en plus d'acheteurs prennent en compte l'impact environnemental du produit. Ils recherchent une alimentation qui respecte la biodiversité et les ressources de la planète. Les labels sont un gage de respect de l'environnement. Par exemple, le label AB ou le label bio européen garantissent l'absence de pesticides et d'engrais chimiques de synthèse. Attention cependant, car il est facile de se perdre dans la multitude de labels qui existent. En plus de privilégier les produits issus de l'agriculture biologique, le consommateur soucieux de l'environnement achète de préférence des produits de saison. Afin de limiter l'utilisation d'emballage, il achètera en vrac. Des consignes sont mises en place pour récupérer les contenants en verre. Enfin, il privilégiera les emballages biodégradables. Une nouvelle tendance aux ustensiles comestibles est en train d'émerger. L'État encourage cette évolution vers une alimentation plus responsable envers l'environnement en interdisant l'emploi des sacs plastiques à usage unique. Le dernier pilier de l'alimentation durable est l'économie. Le consommateur choisit ses produits en pensant à leur production. Par exemple, il se soucie de la rémunération des travailleurs et des producteurs. Ce commerce qui respecte l'économie et la société est nommé commerce équitable. Il se fait sur deux plans. Des pays du Nord aux pays du Sud, le label Fairtrade est le plus connu. Son objectif est de donner une rémunération plus juste aux petits producteurs pour qu'ils puissent lutter eux-mêmes contre la pauvreté. Au sein des pays du Nord, les consommateurs cherchent à limiter le nombre d'intermédiaires. Ils préféreront aussi acheter des produits locaux directement auprès du producteur pour favoriser l'économie locale. S'ils ne peuvent pas toujours le faire, ils achètent les produits Origine France. Au niveau marketing, on note aussi le développement des produits de nos régions. Il existe un peu partout des AMAP, des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Le consommateur exige plus de transparence de la part des industriels et des distributeurs. Il développe des stratégies pour optimiser ses ressources. 20% du budget des ménages français était consacré à l'alimentation en 2014 contre 35% en 1960. Attention cependant, cela ne veut pas dire que les ménages français mangent moins. La consommation alimentaire a augmenté, mais moins rapidement que l'ensemble de la consommation. En effet, depuis 1960, les ménages français ont vu leur niveau de vie augmenter. Au siècle dernier, la nourriture était le premier poste des dépenses des ménages. Désormais, d'autres domaines occupent une place importante dans leur consommation. On notera que les dépenses en énergie et logement prennent une part de plus en plus importante dans le budget des ménages, surtout pour les plus démunis. Le consommateur est dans tous les cas amené à faire des choix, car il souhaite toujours maximiser sa satisfaction. Il optimise son temps et son argent. Les Français consacrent de moins en moins de temps à faire la cuisine. Néanmoins, on passe un peu plus de temps à manger, environ 2h22, soit 13 minutes de plus qu'en 1986.
Toutefois, le rythme des repas a évolué. Manger et faire les courses et la cuisine tendent à passer après les contraintes comme le travail ou d'autres activités. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits de type snack que l'on peut manger en se déplaçant. Ainsi, il n'est pas rare de manger seul le petit déjeuner à cause des horaires de travail. Les consommateurs recherchent de la rapidité, d'où l'essor des plats préparés, plus 4,4% par an depuis 1960. En 2014, un quart du budget alimentaire était dépensé à l'extérieur, dans des restaurants, un café, un fast-food, alors qu'en 1960, cette part dépassait à peine 10%. Les gens faisaient plus souvent la cuisine. Mais en plus de gagner du temps, le consommateur cherche à consommer moins cher et mieux. L'augmentation de la consommation se traduit par une hausse des prix des aliments. Les ménages réagissent différemment selon les aliments concernés. Par exemple, une hausse de prix pour le pain, les pommes de terre ou les pâtes n'entraîne pas de baisse de consommation particulière. Ce sont les produits de base de notre alimentation et ils sont souvent nécessaires. A l'inverse, la hausse des prix du bœuf ou du lait sont suivies d'une forte baisse de consommation. Quand le pouvoir d'achat augmente, les ménages réduisent leur consommation des produits de base et choisissent des produits plus chers, comme de la viande, du jus ou de l'alcool. La seule exception étant la pomme de terre, qui reste très populaire car difficilement remplaçable. Avec le développement de la concurrence et la naissance de ce qu'on appelle la guerre des prix, les consommateurs comparent les différents produits. Le critère le plus important est le rapport qualité-prix. Les consommateurs sont aussi à l'affût de promotions. Ils collectent les coupons et les cartes de fidélité. Cette tendance du consommer malin est distincte notamment chez les ménages les moins aisés. On notera l'émergence d'applications pour noter et comparer les différents produits. On peut donc dire que la société de consommation nous pousse à consommer toujours plus. Cela a des conséquences sur la santé. Tout d'abord, nous nous intéresserons à la notion du besoin nutritionnel, puis à la mauvaise alimentation de la population et enfin aux conséquences que cela implique. Mais qu'est-ce qu'un besoin nutritionnel ? Les besoins en un nutriment donné ou en énergie correspondent à la quantité nécessaire pour maintenir des fonctions physiologiques et un état de santé normaux et faire face à certaines périodes de la vie, telles que la croissance, la gestation ou la lactation. Ces nutriments proviennent de la digestion des composés organiques, glucides, lipides, protides, acides nucléiques, présents dans notre alimentation. Ils sont la source de l'énergie permettant les diverses activités cellulaires. Cette énergie devient utilisable à la suite de leur oxydation grâce au dioxygène. Les lipides, glucides, protéines, vitamines et sels minéraux que contiennent les aliments forment donc un ensemble indispensable à la santé, dans lequel il faut puiser selon ses besoins différents en fonction de l'âge, du sexe, de l'activité physique et de l'état physiologique. Par exemple, une femme enceinte n'aura pas les mêmes besoins qu'un adolescent ou qu'un enfant de 6 ans. Le rôle des apports nutritionnels est de combler la dépense énergétique de l'organisme, comprenant les différentes activités physiques et le métabolisme de base. Ce dernier représente la dépense énergétique minimale d'un individu liée aux fonctions vitales de son corps, comme les battements du cœur, l'activité cérébrale permanente, la respiration, la vie cellulaire. On les appelle les dépenses incompressibles, c'est-à-dire que l'individu ne peut pas les supprimer. Ce métabolisme de base représente 60% des dépenses énergétiques sur 24 heures. Le fonctionnement de nos muscles s'opère par un système d'irrigation sanguine permanente. Le sang entrant dans le muscle apporte une quantité importante en dioxygène et en glucose et une réaction chimique s'opère. On constate alors que le sang sortant est riche en dioxyde de carbone. Le muscle libère de l'énergie, de l'eau et de la chaleur. On voit donc bien que les nutriments sont une composante absolument essentielle au fonctionnement de notre corps. Deux des composants essentiels de l'alimentation sont les glucides et les lipides. Les glucides sont plus communément appelés les sucres. Ce sont des sources de glucose qui constituent notre principale source d'énergie. Son apport ne devrait pas dépasser les 50 grammes par jour. Il existe deux types de glucides, les glucides simples et les glucides complexes. Sous l'appellation de glucides simples, on retrouve le glucose, le fructose, le galactose, qui eux-mêmes forment du saccharose, soit le sucre de table, du lactose ou du maltose. Ils sont présents dans les aliments sucrés, le lait et les fruits. Les glucides complexes comprennent l'amidon,
les fibres ainsi que le glycogène. On les retrouve dans le pain, les pâtes, le riz ou les céréales. Les lipides sont les constituants majeurs des matières grasses. Leur apport ne doit pas dépasser les 70 grammes par jour pour une femme ou 93 grammes pour un homme. On peut distinguer deux sortes de lipides, les graisses insaturées et les graisses saturées. Ces dernières, les moins bonnes, sont présentes en quantité excessive dans les plats préparés. Les apports nutritionnels peuvent se calculer en kilocalories. Cette unité de mesure exprime la valeur énergétique d'un aliment. Les besoins en nutriments des individus peuvent donc s'exprimer de cette manière. Dans cette analyse, on s'intéressera particulièrement aux besoins des adolescents de 13 à 19 ans. Cette période de la vie est particulièrement intéressante car d'importants changements morphologiques, physiologiques et comportementaux y surviennent. Toutes ces transformations, plus communément appelées la puberté, nécessitent beaucoup d'énergie. Les adolescents ont donc un besoin accru en nutriments. En moyenne, les besoins énergétiques d'une fille de 13 à 15 ans sont de 2486 kcal par jour, tandis que de 15 à 19 ans, ce besoin diminue et passe à 2318 kcal. Au contraire, pour les garçons des mêmes tranches d'âge, le besoin énergétique augmente et passe de 2892 kcal à 3059 kcal par jour. On observe que les besoins en énergie sont plus élevés pour les garçons que pour les filles. Ce contraste s'explique par la différence de taille et de masse corporelle entre un homme et une femme. Un garçon aura donc besoin de plus d'énergie pour atteindre sa taille et sa masse musculaire adulte. Mais qu'est-ce que bien manger ? Une alimentation rationnelle repose avant tout sur une alimentation équilibrée, composée de 60% de glucides, 30% de lipides et 10% de protéines. Les repas doivent également être pris de manière régulière. Enfin, on doit veiller à la cohérence entre les différents apports et dépenses nutritionnelles. Bien manger, c'est donc manger de tout, mais en quantité adaptée. On recommande donc une alimentation riche en fruits, légumes, féculents, mais limitée en graisses ajoutées et produits sucrés. Il faut également veiller à ne pas avoir une consommation excessive en sel. La société actuelle nous pousse cependant à consommer plus que ce dont notre corps a besoin. En effet, l'alimentation des Français et particulièrement des adolescents se compose de plus en plus de produits d'origine industrielle et tout préparés. Et ceci à cause de la société de l'instantanéité. Ces produits tout préparés sont favorisés car ils sont prêts plus vite. 30 secondes au micro-ondes et c'est tout. On passe donc moins de temps en cuisine qu'il y a quelques années. Mais cela se fait ressentir sur la santé car ces produits ne sont pas naturels et donc plus caloriques. En effet, on leur ajoute des quantités importantes de sucre, sel et graisse. Par conséquent, les apports nutritionnels fixés par le Programme national nutrition santé sont dépassés. Après une étude effectuée entre 2014 et 2015 en France, on observe que les apports en sel s'élèvent à 9 grammes par jour pour les hommes et à 7 grammes par jour pour les femmes, alors qu'ils devraient être respectivement de 8 et 6,5 grammes. Les apports journaliers en sucre dépassent souvent les 100 grammes par jour, cette substance agissant comme une drogue sur notre cerveau. Quant aux apports en fibres que contiennent les légumes, les céréales et les légumineuses, ils ne sont pas atteints. En effet, un adulte ne consomme que 20 des 30 grammes préconisés. De plus, on constate que les adolescents se nourrissent de plus en plus dans les fast-foods. Nous avons choisi de comparer les apports nutritionnels apportés par un menu McDonald's et ceux préconisés par le PNNS. Imaginons qu'une adolescente de 16 ans se rende au McDonald's et décide de consommer un menu comprenant un Big Mac, des frites, un Coca-Cola et un McFlurry. Nous nous sommes renseignés sur les apports en énergie de ces produits et sommes arrivés à la conclusion que l'apport nutritionnel de ce repas s'élève à 1550 kcal. On rappelle que les besoins journaliers de cette fille s'élèvent environ à 2300 kcal. Ce menu McDonald's en représente donc 67%. En consommant ce menu, cette adolescente absorbe 186 grammes de glucides, dépassant alors les 50 grammes préconisés, et 61 grammes de lipides, ce qui représente 87% des apports journaliers, tout ceci en un seul repas. En outre, les besoins en légumes et fruits ne sont pas comblés. Les adolescents consommant régulièrement de la nourriture provenant des fast-foods présentent donc une surdose de lipides et glucides dans le sang et un manque de légumineuses et de fruits.
cette malbouffe n'est pas sans conséquences. Cette plus grande consommation d'aliments très caloriques, riches en graisses et en sucre, mais pauvres en fibres, vitamines, minéraux et autres micronutriments, peuvent engendrer sur du long terme des problèmes de surpoids, d'obésité, mais également favoriser le risque de diabète ainsi que d'autres maladies. On s'intéressera tout d'abord à l'obésité et au surpoids, puis au diabète. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le surpoids et l'obésité se définissent comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle dans l'organisme qui représente un risque pour la santé. Pour définir l'obésité et le surpoids, on utilise l'indice de masse corporelle, se calculant de la manière suivante. Une personne ayant un poids normal par rapport à sa taille présentera un IMC entre 18,5 et 25. À partir de 25 et jusqu'à 30, on parle de surpoids, puis d'obésité à partir de 30. Différents facteurs doivent être pris en compte dans la prise de poids d'un individu. Les facteurs génétiques, en effet 70% des personnes obèses ont dans leur famille quelqu'un ayant la même situation. Les facteurs alimentaires, l'excès d'apport calorique et les troubles du comportement alimentaire comme les grignotages, compulsions alimentaires ou boulimie interviennent également dans la prise de poids. Les facteurs psychologiques, le stress et l'anxiété sont calmés par la nourriture, notamment le sucre, qui produit dans le cerveau de la dopamine, hormone du plaisir. L'absence d'exercice physique quotidien et une trop importante sédentarité conduisent à une réduction des dépenses énergétiques et à un déséquilibre défavorable par rapport aux apports alimentaires. Enfin, la consommation croissante d'alcool et de cigarettes des adolescents est aussi un facteur important dans la prise de poids. Cet excès de poids peut être dangereux pour la santé. Il est souvent à l'origine de maladies cardiovasculaires. Ces dernières provoquent le décès de plus de 150 000 personnes par an en France et constituent ainsi une des premières causes de mortalité. La prise de poids peut aussi engendrer des maladies telles que le diabète. Pour un organisme fonctionnant normalement, la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang, est régulée par l'insuline, hormone produite par le pancréas. Cette hormone permet au glucose présent dans le sang de pénétrer dans les cellules selon les besoins de l'organisme et ainsi leur fournir l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Lorsque le taux de sucre augmente dans le sang, par exemple après un repas, le pancréas augmente sa production en insuline afin de réguler la glycémie qui doit être maintenue autour des 1 g par litre. On dit que l'insuline est une hormone hypoglycémiante. Cependant, dans certains cas, ce système de régulation présente une défaillance. L'individu concerné sera sujet à de l'hyperglycémie, c'est-à-dire une glycémie supérieure à 1,26 g par litre à jeun. On parle alors de diabète. Cette maladie peut s'exprimer sous 2 formes différentes. Le diabète de type 1 est dû à l'absence de sécrétion d'insuline par le pancréas, tandis que le diabète de type 2 se caractérise par un excès de production à cette hormone. Dans le cas du diabète de type 2, l'organisme développe une insulinorésistance, c'est-à-dire que les récepteurs perdent leur sensibilité à cette hormone. Cela induit une forte hyperglycémie, pouvant entre autres mener à des accidents cardiovasculaires. Deuxième cause de mortalité en France après le cancer, dont l'apparition est elle aussi favorisée par le diabète. Lorsque le glucose ne peut pas accéder aux cellules, soit parce que la quantité d'insuline est insuffisante, soit parce que l'organisme a développé une résistance à cette hormone, les cellules ne reçoivent pas l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. C'est pour cela que les personnes diabétiques reçoivent un supplément d'insuline. On note que le diabète concernant les personnes en surpoids se révèle le plus souvent être le diabète de type 2. On peut également remarquer que ce type de diabète affecte 85 à 90% des diabétiques en France. Enfin, on observe que la mortalité des diabétiques développant un cancer semble plus élevée que chez les non-diabétiques. Afin de lutter contre ces différentes maladies, on recommande à chacun de veiller à avoir une alimentation saine et équilibrée et une activité physique régulière. En plus d'éviter la fonte musculaire, l'activité physique permet d'augmenter la performance du cœur. En somme, avec la croissance économique et l'essor de la société de consommation, les individus ont vu leur offre de choix augmenter. L'industrie agroalimentaire représente un secteur de plus en plus important dans l'économie française. On comprend que les aliments transformés présentent un enjeu économique non négligeable.
Les industriels essayent donc d'influencer notre comportement alimentaire qui dépend déjà de facteurs physiologiques grâce à des stratégies marketing. Mais certains consommateurs cherchent à redevenir acteurs de leur consommation et adoptent une alimentation durable qui respecte leur santé, l'environnement et les producteurs. Ce nouveau consommateur veut optimiser ses ressources, notamment son temps et son argent. Malgré ces nouveaux modes de consommation, la tendance depuis les années 60 est à l'hyperconsommation. Les individus ignorent les besoins nutritionnels de leur corps et sont encouragés à consommer toujours plus. Cela a des conséquences dramatiques sur la santé. En effet, la population est de plus en plus touchée par l'obésité, la maladie du XXIe siècle. La société de consommation, avec son abondance caractéristique, offre un message en contradiction avec celui des médias qui imposent le standard de la minceur comme seule image de la beauté. En résultent des troubles de l'alimentation comme l'anorexie, une épidémie tout aussi inquiétante que l'obésité.